La salle de l'or s'est tue. Un silence artificiel s'est abattu sur le cœur habituellement bourdonnant de l'exploitation du Klondike de Parker Schnabel. Pour la première fois depuis près de 10 ans, Chris Dumit n'était pas là pour séparer méticuleusement les trésors des déchets et sa présence familière et stoïque était une absence palpable. Son départ soudain a provoqué une onde de choc dans le camp minier tentaculaire, laissant un vide que même le rugissement des machines lourdes ou l'attrait d'un record d'or n'ont pu combler. Parker, toujours aussi ambitieux, venait de se fixer un objectif si audacieux qu'il frôlait l'impossible, poussant l'ensemble de son exploitation et surtout sa fidèle équipe au bord du précipice. Je suis très enthousiaste, moi aussi. C'est quelque chose dont je rêvais quand je suis arrivé ici il y a 6 ans. Les mots de Parker empreints d'une ardeur juvénile et d'une soif de réussite inébranlable ont résonné dans l'esprit de beaucoup. Pourtant, sous la lueur superficielle de l'ambition et l'éclat de l'or promis, ce que d'innombrables téléspectateurs et observateurs occasionnels ont négligé, c'est le coût humain stupéfiant. Les chuchotements ont immédiatement commencé un faible bourdonnement de spéculation imprégnant l'air froid du Klondike. Mais la véritable raison, aux multiples facettes du départ de Chris, et les mots poignants souvent déchirants qu'il a partagés par la suite, ont dépeint une image bien plus complexe et sombre, celle d'une loyauté inébranlable poussée sans relâche jusqu'à son point de rupture, culminant dans un retrait silencieux et profond. The Unspoken War. A decade forged in golden grind. La guerre non déclarée, une décennie forgée dans l'or et le grain. Le Klondike, terre à la fois impitoyable et généreuse, a une façon brutale de briser les choses. Les machines s'écroulent sous son poids. Les esprits vacillent face à ses exigences implacables, et parfois même les alliances les plus solides, forgées dans le creuset de l'ambition partagée et de l'épreuve, se fracturent de façon irrémédiable. Pendant des années, le partenariat entre Parker Schnabel et Chris Dumit a semblé être un fondement inébranlable de la saga de la ruée vers l'or du Klondike. Chris n'était pas un simple employé, un rouage dans une machine en perpétuelle expansion. Il était le vétéran expérimenté, le pilier discret d'une opération construite presque entièrement sur l'ambition juvénile et acharnée de Parker et sur l'héritage durable de son grand-père. Il était l'ancre, la voix du calme dans les tempêtes souvent chaotiques qui ont balayé la saison minière. Mais dans la période précaire qui a précédé la saison 15, un changement sismique s'est produit, une altération subtile mais profonde de l'équilibre délicat qui avait régi leur dynamique. Pour tout dire, Parker ne se contentait pas de viser haut, il visait le stratosphérique, un objectif que de nombreux mineurs chevronnés jugeaient non seulement ambitieux, mais carrément impossible. Le nouvel objectif intimidant était un nombre stupéfiant de 10 000 onces d'or. Il ne s'agissait pas seulement d'un chiffre, mais d'un mastodonte représentant plus de 600 livres d'or purs et scintillants d'une valeur supérieure à 20 millions de dollars au prix du marché en vigueur. Un tel chiffre ne ferait pas que pulvériser ses propres records, mais cimenterait de manière indélébile son héritage de prodige minier de force de la nature, dans une industrie ancrée dans la tradition et souvent réfractaire aux changements rapides. Je dois dire que ce sont les gens qui ont été la véritable clé, a reconnu un jour Parker dans un rare moment d'introspection. Nous avons un si bon groupe de gars et de filles. Mais alors même qu'il louait son équipe, l'ampleur de son objectif commençait à jeter une ombre inquiétante sur les personnes mêmes qu'il créditait de son succès. Un objectif d'une telle ampleur, une aspiration presque mythique, exigeait un niveau de rendement sans précédent, un dévouement sans faille, qui poussait chaque membre de l'équipage à ses limites physiques et mentales. Ce que beaucoup, en particulier ceux qui regardaient l'événement depuis leur salon, n'ont pas vu, c'est le cauchemar logistique que cette ambition a déclenché sur le terrain. Pour atteindre ce chiffre apparemment impossible, Parker a pris une décision stratégique mais finalement épuisante, faire fonctionner simultanément, non pas une ni deux, mais 3 stations de lavage massives. Big Red, le vénérable cheval de trait, le formidable Rock Monster et l'infâme Slucifer
chacun exigeant une attention et une alimentation constantes. Pour la grande majorité des mineurs sur le terrain, cela s'est inévitablement traduit par des heures de travail angoissantes, une pression accrue et un sentiment d'urgence omniprésent qui a rongé leur détermination. Mais pour un homme, cette décision s'est traduite par une charge de travail à la limite de l'inhumain, un fardeau solitaire qui menaçait d'anéantir même son stoïcisme légendaire. Chris Dumit, le maître incontesté de la salle d'or, un homme dont les mains possédaient la précision d'un chirurgien et la patience d'un saint, était désormais singulièrement responsable du nettoyage méticuleux et fastidieux des 3 usines. On dirait que le garçon a un plan qui pourrait fonctionner, aurait pu grommeler un mineur chevronné en regardant les usines tourner. Mais même le plus expérimenté d'entre eux n'aurait pas pu saisir pleinement l'immense tribut silencieux que Chris allait devoir payer. C'est dans la salle de l'or que se produit la véritable alchimie de l'exploitation minière. C'est bien plus qu'un simple hangar, c'est un sanctuaire où les promesses brutes et sales du Klondike se transforment en une réalité scintillante. C'est un processus méticuleux et laborieux qui consiste à séparer les microscopiques taches d'or fins de tonnes de sable noir et de concentré lourd. Il exige une patience inébranlable, une précision chirurgicale, une attention quasi obsessionnelle aux détails et par-dessus tout un œil aiguisé et infaillible pour le métal précieux. Il ne s'agit absolument pas d'un travail que l'on peut effectuer à la hâte, ni d'une tâche qui se prête à la force brute ou à la rapidité. Il exige une concentration zen, un rythme méthodique qui ne peut être rompu. Soudain, Chris s'est trouvé confronté non pas à un flux régulier, mais à un raz-de-marée écrasant de matériaux. Après avoir travaillé 12 heures d'affilée avec le reste de l'équipe, affronter les éléments et manipuler des machines lourdes, sa journée ne faisait en fait que commencer. Il se noyait littéralement dans le concentré, le simple volume devenant non seulement un défi mental, mais aussi une épreuve profonde et physiquement débilitante. L'homme qui se plaignait rarement, voire jamais, et dont le calme était légendaire dans tout le camp, était maintenant poussé à sa limite absolue et inflexible. Il ne s'agissait pas simplement de travailler plus dur ou de faire des heures supplémentaires. Il s'agissait d'un changement fondamental, d'un bouleversement de la nature même du travail qu'il avait perfectionné pendant des années, un rôle qu'il avait fait sien. L'art précis de la chambre d'or était sacrifié sur l'autel du volume, et c'est Chris qui faisait l'offrande. La pression montait de jour en jour, chaque seau de concentré débordant devenant si intense que Chris, l'incarnation du calme sous pression, a finalement dû rompre le silence. Il a fait comprendre à Parker, et à tous ceux qui voulaient l'entendre, que quelque chose devait changer, que le rythme actuel était insoutenable, voire suicidaire pour son rôle. Ce que personne ne vous dit, la subtilité qui passe souvent inaperçue dans les coupures dramatiques de la télé-réalité, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un simple appel à l'aide d'un employé surmené. Il s'agissait d'un profond avertissement, d'un drapeau rouge agité par la personne la plus expérimentée du camp. Il s'agissait d'un avertissement selon lequel Parker, dans sa quête obstinée presque monomaniaque d'une médaille d'or, ne voyait absolument pas les effets dévastateurs que cela pouvait avoir sur son soldat, le plus loyal, l'homme qui l'avait accompagné contre vents et marées pendant si longtemps. L'équipage était déjà à bout de souffle au-delà du point d'endurance confortable, et il n'y avait littéralement personne à épargner, aucune main supplémentaire, pour soulager un tant soit peu le fardeau écrasant de Chris. L'Empire Schnabel s'étendait, sa façade étincelante, tendait vers les étoiles, mais sous la surface, ses fondations mêmes commençaient à se fissurer des fentes, se formant sous l'immense pression qu'elles s'imposaient. Et Chris Dumit, la pierre angulaire silencieuse et indispensable, se tenait précairement sur cette ligne de faille, sentant le sol trembler sous ses pieds. Une solution est proposée, mais était-ce trop peu trop tard? Un accord avec le diable ou un plaidoyer pour la santé? De nombreuses personnes captivées par l'histoire de Parker Schnabel se passionnent souvent pour l'ascension du jeune prodige au point d'oublier les personnages clés, les héros méconnus qui ont méticuleusement, inlassablement et souvent de manière ingrate rendu possible son succès monumental.
Le voyage initial de Chris Dumit dans le monde captivant et périlleux de l'extraction de l'or a été à bien des égards un accident du destin. Il était charpentier de métier, un artisan qualifié, dont les mains étaient habituées à façonner le bois et non à tamiser de l'or. Il a d'abord été engagé au Klondike pour construire des cabanes pour l'équipe naissante de Todd Hoffman, une ironie du sort compte tenu de la rivalité qui opposera plus tard Parker à la dynastie Hoffman. Il n'est pas né mineur, il n'a pas émergé de la terre avec de la poussière d'or sur ses bottes, mais Chris a étudié rapidement. Il possédait une méticulosité innée et une éthique de travail inébranlable, qui s'est rapidement adaptée aux exigences impitoyables des champs d'or. Lorsqu'il a fait le changement décisif et a rejoint l'équipe naissante de Parker dans la 4e saison, un déclic s'est produit. Il a trouvé sa véritable vocation, non pas dans le cœur bruyant et poussiéreux des usines de lavage, mais dans le sanctuaire calme et précis de la salle d'or. Il est devenu tout simplement indispensable. Son éthique de travail méticuleuse et quasi obsessionnelle a permis de maximiser chaque once d'or récupérée, transformant ce qui aurait pu être des fines perdues en un profit quantifiable. Au fil des ans, ses compétences inégalées dans la salle d'extraction ont permis d'ajouter des centaines de milliers, voire des millions de dollars aux résultats nets de Parker, qui ne cessait de croître. Parker, avec toute la brillance de sa jeunesse, le savait au plus profond de ses os. En fait, Chris était bien plus que le gars de la salle d'or. Il était dans un sens très réel et souvent sous-estimé le ciment qui maintenait l'ensemble de l'opération volatile et à haute pression. Lorsque les esprits s'échauffaient sous le soleil de minuit, lorsque l'épuisement mettait les nerfs à vif et que des disputes éclataient à propos de pannes d'équipement ou d'objectifs manqués. Chris était toujours la voix calme de la raison, le médiateur silencieux, dont la simple présence permettait souvent d'apaiser les tensions croissantes. Lorsque les mineurs débutants dépassés par l'ampleur et les exigences du Klondike avaient besoin de conseils patients et d'une main ferme, il était le mentor, la figure paternelle, qui offrait non pas un jugement, mais des conseils clairs et réalisables. Il était un ami, un confident, et la seule personne qui pouvait souvent apaiser une tempête naissante par un simple mot rassurant ou simplement par sa présence calme et constante. Pour mettre en perspective sa profonde importance, son départ n'était pas comparable à la perte d'un simple engrenage dans une machine complexe. C'était comme si l'on retirait systématiquement la pierre angulaire des fondations mêmes de l'édifice tout entier. La structure qui paraissait autrefois imprenable était désormais intrinsèquement instable, son intégrité compromise. Aussi, lorsque Chris, un homme qui n'élevait presque jamais la voix et ne formulait jamais d'exigence, a finalement tiré la sonnette d'alarme concernant sa charge de travail. Impossible. Le poids écrasant de la gestion de 3 nettoyages d'installations de lavage à lui seul. Parker a fini par l'écouter. Une solution a été proposée. Une branche d'olivier apparente a été tendue sous la forme d'un membre d'équipage, Tatiana Costa, qui a été formé pour aider dans la salle d'or. À première vue pour l'observateur occasionnel, il s'agissait d'une solution parfaitement raisonnable et opportune, une concession réfléchie pour alléger la pression sur un membre précieux de l'équipe. Mais les dégâts visibles et invisibles étaient déjà faits. Pour Chris, il ne s'agissait pas seulement d'une fatigue physique d'un dos douloureux ou d'yeux perpétuellement fatigués. Il s'agissait de quelque chose de bien plus fondamental, d'un conflit profond et latent de valeurs et de priorités qui couvait discrètement dans les coulisses depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait. La vidéo même qui a déclenché toute cette conversation éco-numérique d'un drame humain en train de se dérouler laissait entrevoir un désaccord financier massif, une confrontation d'attentes contradictoires qui se déroulait à huis clos, loin des regards indiscrets des caméras et du public. Bien que les détails exacts et précis de cette prétendue discorde financière restent entourés d'un voile de confidentialité et de discrétion personnelle, le sentiment qui a commencé à se répandre dans le camp et par extension dans la communauté des fans était sans équivoque. Après des années de loyauté inébranlable, après avoir consacré tout son être à la tâche formidable de contribuer à la construction de l'empire plaqué, hors de Parker,
qui est passé d'une petite entreprise ambitieuse à un phénomène mondial. Chris s'est retrouvé soudainement brutalement dans une position intenable. Le récit qui a commencé à se former subtilement et insidieusement dans l'esprit de Chris était sombre et profondément troublant. Il commençait à se sentir moins comme un partenaire précieux, un pilier crucial de l'opération, que comme une simple pièce d'équipement lourd. Un atout précieux, certes, mais en fin de compte, un équipement que l'on peut faire tourner sans relâche jusqu'à ce qu'il se casse inévitablement pour être remplacé par la prochaine ressource disponible. Le socle de confiance qui avait sous-tendu toute leur relation, la compréhension implicite que leur partenariat était mutuellement bénéfique et respectueux, s'érodait lentement mais inexorablement sous le poids colossal et étouffant de la poursuite obstinée de 10 000 onces d'or par Parker. Ce sentiment insidieux et angoissant d'être jetable, d'être réduit à un simple outil dans le grand projet, allait finalement conduire à une décision finale et déchirante. Un acte discret d'autopréservation qui allait faire trembler tout le Klondike. L'ombre de l'Empire quand la loyauté atteint le point de rupture. La décision que Chris Dummy a finalement prise n'est pas née d'un seul moment dramatique et explosif, d'un éclair de colère soudain ou d'une explosion spontanée. Non, il s'agissait d'une combustion lente de l'aboutissement progressif et angoissant d'années d'épuisement physique et mental, d'une décennie à repousser les limites et à sacrifier son bien-être personnel pour le rêve de quelqu'un d'autre. Imaginez un instant que vous consacriez près de 10 ans de votre précieuse vie, l'essentiel de votre existence professionnelle, à la vision audacieuse de quelqu'un d'autre. Vous consacrez toute votre sueur, vos compétences inégalées, votre âme à la tâche éreintante et dévorante de bâtir un empire à partir de rien. Vous êtes le témoin direct de l'envolée des bénéfices vers des sommets inimaginables, vous célébrez l'effondrement des records les uns après les autres, et vous assistez à la construction méticuleuse d'une légende brique d'or par brique d'or. Mais pendant tout ce temps, sous le glamour de surface, le rythme implacable, la pression incessante, la demande constante de plus, prélèvent un tribut insidieux et cumulatif entamant votre résilience, érodant votre esprit. Ce que personne ne vous dit vraiment sur le style de vie de la ruée vers l'or, la vérité sans farde, qui n'apparaît jamais dans les montages dramatiques de la télé-réalité, c'est qu'il s'agit d'un travail acharné et impitoyable qui vous fait vieillir non pas en années civiles, mais en années de chien. Chaque saison semble être la plus longue. Pour Chris, la question inexprimée et profondément personnelle est devenue non seulement inévitable, mais aussi urgente. Tout cela en valait-il vraiment la peine? La quête d'un nouveau chiffre impossible et monumental pour l'héritage toujours plus grand de Parker, valait-elle de sacrifier sa santé, sa tranquillité d'esprit déclinante et le caractère sacré de sa vie personnelle? La réponse après une introspection angoissante et une bataille silencieuse a été un non retentissant et sans équivoque. Il a choisi avec une force tranquille qui démentait l'impact monumental de sa décision de s'éloigner de la folie, de s'éloigner de ce jeu incessant aux enjeux considérables. Il s'est choisi lui-même. Selon ses propres termes, soigneusement paraphrasés et transmis par des initiés qui comprenaient la gravité de sa situation, il devait simplement partir avant que cela ne le consume complètement. Il ne s'agissait pas d'une retraite au sens traditionnel et paisible du terme, d'un repos bien mérité qui s'estompe doucement au soleil couchant. Non, il s'agissait d'un acte urgent et désespéré d'autopréservation, d'un désengagement conscient d'un chemin qui le menait vers un précipice. Il s'éloignait délibérément du chaos permanent du vrombissement assourdissant des machines et des exigences incessantes du Klondike pour embrasser une vie plus calme et plus équilibrée. Une vie où son bien-être personnel, sa santé mentale et sa santé étaient les prix ultimes non négociables, bien plus précieux que n'importe quelle quantité d'or scintillant. Avec ses mains habiles et sa loyauté inébranlable, il avait contribué à bâtir l'empire
mais il refusait catégoriquement de se laisser enterrer par ses exigences insatiables. Pour les innombrables téléspectateurs qui avaient suivi son parcours pendant des années, et surtout pour l'équipe soudée et souvent assiégée sur le terrain, l'impact a été immédiat et profondément déstabilisant. La salle d'or, autrefois lieu d'efficacité méthodique et de présence rassurante de Chris, s'est soudain révélée vaste vide et étrangement froide. Le moral du camp, déjà mis à rude épreuve par les objectifs ambitieux de la saison, en a pris un coup, et Parker, le prodige de l'exploitation minière, s'est retrouvé désemparé, contraint de faire face aux conséquences imprévues de son acharnement. De nombreuses personnes, attirées par le côté dramatique de la télé-réalité, se sont immédiatement mises à spéculer sur les raisons de la disparition soudaine de Chris, et les théories des fans, comme c'est toujours le cas, se sont emballées et ont souvent été fantaisistes. Certains ont affirmé avec véhémence qu'il s'agissait simplement d'une intrigue soigneusement fabriquée pour faire grimper l'audimat et créer une tension artificielle. D'autres ont insisté avec des chuchotements de conspirateurs sur le fait qu'il y avait eu une énorme bagarre explosive en coulisses, une confrontation dramatique qui avait été méticuleusement supprimée de l'émission finale pour maintenir une narration aseptisée. Mais la vérité, comme c'est souvent le cas dans la vie, était beaucoup plus calme, beaucoup plus nuancée, et en fin de compte beaucoup plus profonde que ce que toute théorie sensationnelle pourrait suggérer. Il s'agissait au fond de l'histoire profondément humaine d'un homme qui, après près d'une décennie de dévouement acharné, avait simplement atteint un point où il n'avait plus rien à prouver à qui que ce soit, et surtout pas à lui-même. Il avait gagné ses galons, non seulement en or, mais aussi en expérience inestimable et en résilience. Grâce à son travail inlassable, il avait assuré son avenir financier et s'était assuré une vie confortable, loin des rigueurs du Klondike. Et surtout, il avait atteint un point critique où le coût émotionnel et physique de la poursuite de son activité était tout simplement trop élevé pour être supporté. Chris n'est pas parti dans un flamboiement de gloire, une sortie enflammée, alimentée par la colère ou la trahison. Il est parti avec la dignité tranquille d'un homme qui connaissait sa valeur profonde, une valeur qui ne pourrait jamais, au grand jamais, être mesurée en simples onces d'or, mais en paix, en santé et en respect de soi. Mais qu'est-ce que ce départ monumental et silencieux signifie vraiment pour l'avenir de la dynastie de Parker, riche en or et méticuleusement construite? Les fondations ont été ébranlées, un pilier essentiel a été enlevé. La question demeure troublante et omniprésente. Un message au public, au-delà des paillettes, vers le coût humain. Nous voilà donc en train de passer au crible les débris numériques des drames télévisés, de reconstituer une histoire humaine à partir de chuchotements d'initiés alléchants et de séquences soigneusement sélectionnées. C'est à se demander si nous, les téléspectateurs impatients, obtenons vraiment une image complète et sans phare. Les gens qui regardent cette saga depuis leur domicile sont perpétuellement à la recherche de ce mystère insaisissable, de ce détail clé, caché de l'arme du crime, qui pourrait révéler la vraie vérité derrière la sortie de Chris. Le fait est que l'histoire la plus profonde et la plus marquante n'est peut-être pas celle d'un combat secret et explosif ou d'une trahison massive et choquante. La véritable histoire est peut-être beaucoup plus universelle, un récit qui se déroule sur les lieux de travail du monde entier, dans d'innombrables secteurs d'activité, tous les jours, en grande partie, sans être télévisé ni vu. Il s'agit d'une histoire poignante sur l'affrontement souvent brutal entre une ambition implacable et une loyauté inébranlable sur la sagesse vitale parfois angoissante de savoir quand dire « assez, c'est assez », quand tracer une ligne dans le sable pour son propre bien-être. Parlons directement pendant un moment en évitant les couches de narration dramatique. Croyez-vous honnêtement que ces décisions monumentales se prennent du jour au lendemain? Qu'un homme comme Chris Dummit, le pilier incontesté d'une équipe entière, la main calme et sûre qui mettait de l'ordre dans le chaos, se réveille un matin et sur un coup de tête décide d'abandonner une décennie du travail de sa vie?
Bien sûr que non. Il s'agissait d'une érosion lente et insidieuse, une érosion de la confiance, une érosion du bien-être physique et mental, une érosion progressive de son esprit même. Ce que nous avons le privilège, ou peut-être le tort de voir dans Gold Rush, est de par sa nature même, un produit soigneusement édité et structuré de manière spectaculaire. Nous ne voyons pas les moments calmes et éprouvants d'épuisement profond, les conversations feutrées hors caméra, où les inquiétudes ont été exprimées pour la première fois, ou le véritable tribut physique et psychologique dévastateur qu'une saison de Dix-Mille onces fait payer à un homme qui n'est plus un enfant, au visage frais, dont le corps porte l'usure accumulée au fil des ans dans le Klondike. Nous assistons aux impressionnantes pesées d'or, aux discussions enflammées qui font les beaux jours de la télévision et aux moments de triomphe, mais surtout, nous ne voyons pas le véritable coût caché, le prix payé en termes humains. C'est donc le paradoxe Parker. Sa plus grande force, sa détermination implacable, presque monomaniaque, est en même temps sa plus grande et sa plus profonde faiblesse. C'est précisément cette ambition inébranlable qui l'a élevé au rang de prodige de l'industrie minière, lui permettant d'établir des records et de remodeler une industrie. Mais c'est aussi tragiquement ce qui le rend parfois aveugle, ou du moins profondément insensible, aux besoins nuancés, aux limites émotionnelles et à l'humanité même des personnes qui l'aident à atteindre ses objectifs apparemment impossibles. Il voit la montagne imposante et pleine d'or de son ambition, mais parfois dans son ascension acharnée, il ne voit pas vraiment, ne reconnaît pas vraiment les visages, les luttes et les points de rupture des personnes qui gravissent avec lui ce chemin semé d'embûches. Le départ de Chris Dummit n'était donc pas nécessairement une condamnation sans appel de Parker, en tant que personne un jugement sévère sur son caractère. Il s'agissait plutôt d'une conséquence profonde, presque inévitable de sa philosophie de fonctionnement, une philosophie qui privilégiait avant tout le rendement et les chiffres souvent au détriment de la durabilité humaine. La déclaration finale et tacite que Chris a faite en s'éloignant discrètement était simple, mais d'une puissance dévastatrice. Aucune quantité d'or aussi brillante ou abondante, soit-elle ne vaut en fin de compte votre tranquillité d'esprit, votre santé ou votre respect de vous-même. Il s'agit là d'une leçon d'une sagesse infiniment plus précieuse et durable que tout ce qu'ils ont pu extraire du sol froid et dur du Klondike. C'est une leçon qui résonne bien au-delà des champs aurifères, dans tous les lieux de travail, exigeant dans toutes les entreprises ambitieuses et dans tous les cœurs humains. Loyauté à vendre les chuchotements d'un marché secret. Une fois que le choc immédiat du départ de Chris Dummit s'est dissipé et que la version officielle de l'épuisement professionnel et de la surcharge de travail a commencé à circuler l'Internet avec son appétit insatiable pour les vérités cachées et les spéculations dramatiques, a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a commencé à creuser, non pas pour trouver de l'or, mais pour découvrir la vraie histoire, les détails juteux et inédits qui se cachent sous la surface soigneusement élaborée. Et c'est là que les choses, comme c'est souvent le cas dans le domaine des théories de fans, ont commencé à devenir vraiment intéressantes, entremêlant la loyauté, l'ambition et l'ombre omniprésente de la rivalité. Ce que beaucoup ont négligé dans le feu de l'action aveuglé par le drame du moment, c'est l'histoire longue et complexe de Chris Dummit. Avant de devenir l'indispensable bras droit de Parker, le gardien silencieux de la Chambre d'Or, il avait déjà eu une vie importante au Klondike. Il faisait en effet partie de l'équipe originale de Hoffman, un membre fondateur des entreprises minières pionnières, souvent chaotiques, de Todd et Jack Hoffman. Cela signifie qu'il entretenait une relation de longue date et profondément ancrée avec Todd et Jack Hoffman, ceux-là même que Parker Schnabel avait passé des années, saison après saison, à concurrencer férocement, à s'efforcer de surpasser et, en fin de compte, à éclipser. Ce lien historique profond, cette lignée professionnelle, a déclenché de manière inattendue l'une des théories de fans les plus explosives et les plus persistantes. Le départ de Chris n'était pas une véritable retraite due à l'épuisement, mais plutôt une défection calculée et stratégique, un mouvement
dans une partie d'échecs, Klondike, plus vaste et invisible. La théorie qui gagne rapidement du terrain parmi les téléspectateurs assidus est la suivante, alors que l'exploitation de Parker atteint un statut légendaire sans précédent, consolidant sa position de « roi du Klondike », ses rivaux, en particulier les Hoffman, cherchent de plus en plus désespérément à reprendre pied, à reconquérir une partie de leur gloire perdue. Des rumeurs alimentées par des chuchotements et des preuves circonstancielles alléchantes commencent à circuler. Todd Hoffman, qui a toujours eu de grandes idées et des ambitions renouvelées, et qui tente de faire décoller une nouvelle entreprise minière potentiellement gigantesque, aurait fait à Chris une offre secrète qui changerait le cours de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement d'un plus gros chèque de paie, d'une augmentation marginale de salaire. Oh non, la prétendue offre était bien plus alléchante, bien plus transformatrice, il s'agissait d'un partenariat, une véritable chance de sortir de l'ombre du statut d'employé et d'accéder au rôle estimé de patron de copropriétaire. Une participation significative dans l'entreprise elle-même. La seule chose cruciale que Parker, malgré toute sa confiance et toutes les contributions inestimables de Chris, n'avait jamais au grand jamais mise sur la table. Pensez à l'audace d'une telle démarche. Il s'agit d'un jeu de pouvoir ultime et astucieux dans le jeu d'échecs du Klondike. Vous ne vous contentez pas de battre votre rival au nombre d'or, vous paralysez systématiquement ses activités de l'intérieur. Vous ne vous contentez pas de gagner une saison, vous démantelez l'infrastructure même de son succès en débauchant son joueur le plus critique, le plus indispensable. Nombreux sont ceux qui ont été absolument captivés par cette théorie, précisément parce qu'elle injectait une couche de trahison palpitante, presque shakespearienne, dans un récit déjà dramatique. Elle a fondamentalement recadré toute l'histoire, la transformant d'un soldat loyal, lentement et tragiquement épuisé, par des exigences incessantes, en une décision commerciale froide, calculée et profondément personnelle, une manœuvre stratégique d'un vétéran chevronné, cherchant à réaliser son propre gain final. Parker, qui ne pensait qu'alors a-t-il eu vent de cette offre secrète, de cette négociation clandestine, qui se déroulait dans son dos. Y a-t-il eu un affrontement houleux non télévisé, au cours duquel la loyauté de Chris Vieille de 10 ans a été violemment remise en question, où les accusations de trahison pesaient lourd dans l'air glacial du Klondike. Ce que personne ne vous dit, la dure réalité souvent occultée par l'image romancée de la ruée vers l'or, c'est que dans le monde impitoyable de l'extraction de l'or où des fortunes se gagnent et se perdent en une seule saison, la loyauté aussi profonde soit-elle aussi longue, soit-elle peut avoir un prix tangible. Cette théorie suggère fortement que Chris, se sentant profondément sous-évalué, poussé à bout par les exigences de plus en plus impossibles de Parker, a simplement pris une décision pragmatique et financièrement astucieuse. Il a accepté un meilleur accord, une offre qui reconnaissait enfin sa véritable valeur, et lui offrait le type d'équité et de leadership qu'il avait tranquillement mérité. Cette théorie dépeint une guerre d'enchères silencieuse, intense, et en coulisses pour les meilleurs talents du Yukon, avec le très respecté et profondément compétent Chris Dumit, comme prix ultime et convoité. Cette théorie, avec son parfum alléchant de manœuvres machiavéliques, a certainement fourni une alternative convaincante, bien que plus sombre, au récit plus simple de l'épuisement professionnel. La bataille silencieuse, un fardeau personnel au-delà de l'or. Si la théorie de la trahison, avec ses implications dramatiques et ses enjeux importants, était indubitablement juteuse et captivante, une théorie profondément différente et sans doute plus personnelle a gagné tout autant de terrain parmi les observateurs attentifs de la saga du Klondike. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette autre explication était déchirante si elle était vraie, ajoutant une couche de vulnérabilité poignante au personnage stoïque de Chris. Cette théorie n'avait absolument rien à voir avec l'argent, les rivalités ou le monde impitoyable des négociations commerciales. Au contraire, elle avait tout à voir avec un secret bien plus intime et bien plus humain que Chris aurait caché aux caméras omniprésentes, et peut-être même aux membres les plus proches de l'équipe. La spéculation la plus répandue, alimentée par des indices subtils,
et le désir humain inhérent de comprendre les motivations les plus profondes était que Chris était silencieusement confronté à un problème de santé important et non divulgué. Le travail brutal, physiquement exigeant et émotionnellement épuisant d'une saison de 10 000 onces, les heures incessantes, les lourdes charges, l'exposition à des éléments extrêmes, la pression mentale constante, ne se contentaient pas de le fatiguer ou de le stresser. Selon cette théorie, il représentait une menace directe et existentielle pour son bien-être exacerbant une condition sous-jacente qui ne pouvait plus être ignorée ou mise de côté. En effet, la série qui met l'accent sur le drame et les triomphes personnels fait souvent l'impasse sur les conséquences réelles et brutales de ce mode de vie incroyablement exigeant. Il ne s'agit pas d'acteurs jouant un rôle, mais de personnes réelles, poussant leur corps vieillissant et leurs esprits éprouvés jusqu'à la limite absolue, dans un environnement vraiment rude et impitoyable. Cette théorie suggère que Chris, après avoir ignoré ou minimisé les symptômes pendant des années, a finalement reçu un avertissement brutal et sans concession de la part d'un professionnel de la santé. Un ultimatum indéniable qui l'a forcé à choisir avec une finalité écrasante entre son travail bien-aimé et son avenir, sa santé et potentiellement sa vie. Soudain, l'histoire entière bascule, passant d'une situation de choix à une situation de nécessité absolue. Son départ n'était pas une volonté de partir, un choix de carrière calculé ou une protestation contre la surcharge de travail. Il s'agissait plutôt d'une obligation de partir d'un mandat inévitable qui changeait la vie. Il menait une bataille silencieuse et profondément personnelle, une guerre invisible contre un ennemi intérieur qu'aucune quantité d'or du Klondike, aussi importante soit-elle, ne pourrait l'aider à gagner ou même à atténuer. Cette théorie explique élégamment la soudaineté apparente de son départ, la décision presque abrupte de s'éloigner d'une vie à laquelle il avait consacré près d'une décennie. Elle offre également une raison convaincante pour laquelle il est resté si remarquablement silencieux, préférant le caractère sacré de la vie privée et de la dignité personnelle au spectacle public des drames et des spéculations qui accompagnent si souvent les départs de la télé-réalité. Dans ce contexte, son silence devient un puissant témoignage d'une lutte profondément personnelle, d'un héroïsme discret face à l'adversité. Le départ de Chris Dumi était-il en fin de compte une histoire d'épuisement physique et mental, un esprit humain qui finit par se briser sous une pression incessante? Était-ce un mouvement calculé et stratégique, une trahison née d'une meilleure offre et d'un désir de plus de contrôle? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus profond et déchirant, une bataille silencieuse, menée contre une maladie invisible, un fardeau personnel qui a supplanté toutes les autres préoccupations? La vérité peut-être contient des éléments des trois intimement tissés ensemble dans une tapisserie complexe de l'expérience humaine. Nous vous invitons, en tant que public averti, à nous faire part de votre théorie dans les commentaires ci-dessous afin d'ajouter votre voix à la conversation en cours. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres vérités cachées, pour plonger plus profondément dans les histoires humaines qui se cachent derrière l'or. Et voici une dernière question durable à méditer, une interrogation philosophique qui résonne bien au-delà des ruisseaux chargés d'or du Klondike et dans le tissu même de notre existence moderne, la loyauté dans le monde contemporain, dans son sens le plus profond et le plus significatif, est-elle vraiment une voie à sens unique, passant perpétuellement de l'employé à l'employeur? Ou exige-t-elle un engagement réciproque, un respect mutuel qui honore l'élément humain par-dessus tout? L'histoire de Chris Dumi, à sa manière discrète et puissante, nous oblige à considérer cette question avec une urgence renouvelée, à regarder au-delà de l'attrait scintillant de l'or et dans les veines plus profondes et plus complexes de la connexion humaine.